Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé à nos projets en prenant part de ce jury. Je tiens également à remercier mes directeurs de recherche, professeur Stéphane Allais et Dr Ludwig Winch, pour leur encadrement tout le long de mon doctorat. Et je remercie enfin tous ceux qui m'ont fait l'aimable amitié de venir assister à ma soutenance aujourd'hui. Alors, la thèse que je soumets à la discussion devant le jury s'intitule « Optimisation des propriétés barrières de membranes nanocomposites à base de caoutchouc nitride contre les solvants en règle ». Alors, en d'autres termes, cela revient à faire quoi? C'est à concevoir un matériau nanocomposite sous forme d'une membrane et dont les propriétés barrières, ou ce qu'on appelle la résistance à la pénétration des agresseurs chimiques, va être améliorée et optimisée. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je compte mettre le projet dans son contexte, et cela à travers une illustration de certaines des applications de la vie courante. Alors, en premier lieu, on trouve les balançons. Un balançon, ou on appelle généralement un ballon météo, on utilise généralement dans les applications astronautiques. Ça permet d'effectuer des mesures dans l'atmosphère locale. C'est fabriqué entièrement en matériaux élastomères, ça peut aller jusqu'à 50 km d'altitude. En deuxième lieu, on trouve les gants de protection. Les gants de protection, on utilise dans nos manipulations. Ça permet d'assurer une protection cutanée, protection de notre peau contre les solvants agresseurs, tout en assurant une certaine dextérité lors de la manipulation. En troisième lieu, on trouve l'application d'emballage des produits alimentaires. Alors, solide ou liquide soit-il, ça c'est un gros marché qui totalise environ 417 milliards de dollars et dont le rôle principal c'est protéger les produits alimentaires qui sont à l'intérieur contre la pénétration de l'oxygène et de l'humidité. Et en dernier lieu, on trouve les capsules de médicaments dont le rôle principal c'est d'administrer les médicaments vers le corps humain une fois ingérés et cela d'une façon maîtrisée et contrôlée. Alors, la question qui se pose maintenant, qu'est-ce qui permet de relier toutes ces applications et assurer leur bon fonctionnement? En fait, la réponse, c'est les propriétés barrières des matériaux avec lesquels ils sont conçus. Les propriétés barrières, c'est quoi? C'est l'aptitude ou les capacités d'un matériau à limiter la pénétration d'une certaine substance diffusante à travers sa structure. Alors, si je prends par exemple la troisième application, l'emballage des produits alimentaires, il y a plusieurs matériaux qui peuvent être utilisés. Il y a les métaux, comme les canettes des boissons gazeuses, qu'on utilise généralement la liquide, le verre pour les bouteilles de verre, le papier, généralement le papier laminé qu'on utilise pour l'emballage des produits laitiers, viande, ainsi de suite. Il y a également les polymères. Alors les polymères, on en utilise beaucoup, on en produit énormément, et de l'ordre de 100 000 tonnes par année. Et là, parce qu'il y a beaucoup d'avantages avec ce matériau. C'est que si on compare avec les métaux, il est beaucoup plus léger, il n'est pas cher. C'est un matériau qui est abondant, on le trouve à l'état naturel, comme synthétique, issu de certaines dérivés pétrolières. Et si on compare avec les verres, il est malléable. Par contre, il y a un problème majeur avec ce matériau. C'est que de notre point de vue structure, il est poreux. Parce qu'un polymère, c'est un enchevêtrement, ramollissement de chaînes macromoléculaires de grande taille, et là, un vide qui se crée entre ces chaînes, ce qui laisse pénétrer les molécules pénétrantes. Alors, pour remédier à ce problème, il y a des solutions technologiques qui ont été proposées. On peut utiliser les films multicouches, par exemple, là où l'une des couches est imperméable, ce qui assure l'imperméabilité du total. On peut utiliser ça, par contre, il y a un problème de recyclage après, parce qu'il faut les séparer. Ici, on utilise les mélanges de polymères, là où il y a, par exemple, deux phases en conformation continue comme ça, là où l'une des phases qui est imperméable, puis ça améliore l'imperméabilité de l'ensemble. Reste que ça, il faut travailler un peu sur l'interface parce qu'il y a un problème d'intégrité. Alors présentement, on commence à se retourner un peu vers ce qu'on appelle les matériaux nanocomposites à chargement lamellaire. C'est-à-dire quoi? Si je prends par exemple ça, comme la matrice polymère, on va le charger avec des chargements à l'échelle nanoparticulaire, à l'échelle nanométrique plutôt, et dont le facteur forme est très élevé. Nous, dans notre thèse, on va prendre l'exemple des nanoparticules d'argile, qui sont très abondants et pas chers. Alors là, qu'est-ce qui se fait que ce type de matériau est censé avoir des propriétés barrières améliorées? Tout d'abord, ça, c'est des mignons, c'est des cristaux. Alors ils sont imperméables à la base. Et si je prends une section de la membrane, je la découpe, je regarde la section, et je prends comme substance diffusante les liquides par exemple, si on arrive à bien éparpiller, séparer ces lamelles-là et les orienter, ça peut créer un chemin tortueux et très lent pour la substance diffusante si on le compare par rapport aux microcomposites ou aux nanoparticules. Là, il y a un problème qui se pose. C'est que les nanoparticules d'argile, lorsqu'on le reçoit à l'état naturel, on reçoit sous forme de ce qu'on appelle des tactoïdes. C'est un empilement de lamelles qui sont reliées entre elles par des liaisons de Van der Waals, liaisons électroniques de faible intensité.
D'où l'objectif de notre thèse. Alors, nous, on va travailler sur optimiser les propriétés barrières face à des solvants organiques. Dans notre cas, on va utiliser des hydrocarbures, des alcools, d'un nanocomposite à base de caoutchouc nitrile chargé par ces nanoargiles. Cela revient à faire deux choses. La première, c'est à la fois optimiser la dispersion et l'exfoliation de ces nanoargiles. Exfoliation, ça veut dire quoi? Le tactoïde, on va l'éclater, on va le séparer. Puis la dispersion, on va éparpiller toutes ces lamelles séparées dans la structure de la membrane. Deuxièmement, on va assurer une bonne orientation qui est perpendiculaire à la direction de la pénétration, ce qui assure la protection. Alors là, permettez-moi de visualiser cet objectif. Alors, on va commencer par un matériau, là où on a les tactoïdes qui sont orientés de façon aléatoire dans notre membrane. On va les séparer, on va essayer de l'orienter, puis finissant avec une configuration, là on a les lamelles bien éparpillées et alignées, dont les propriétés barrières sont améliorées. Alors, j'ai effectué une petite animation pour visualiser un peu l'objectif. Alors, si je prends ici une membrane, tout ça c'est une membrane de mon échantillon, j'ai la substance diffusante sous forme de sphère qui rentre. On voit bien ici, si j'arrive à éparpiller, c'est-à-dire des lamelles bien orientées, et c'est pareil, l'effet d'obstruction que font ces lamelles-là face à la pénétration du solvant jusqu'à la surface de dispersion en bas. Alors, pour réaliser cet objectif, je vais être aidé par trois objectifs. J'ai fixé trois objectifs spécifiques, qui constituent d'ailleurs les trois articles de la thèse et les trois phases sur lesquelles s'articule ma présentation. Alors, en premier lieu, on va se baser sur les données qui existent dans la littérature pour mettre en place un protocole expérimental pour la synthèse des nanocomposites à base de nitrile et argile. Parce que, comme je viens d'évoquer, le fait de rajouter de façon aléatoire des nanoparticules d'argile, ça ne donne pas naissance à un nanocomposite. Après, on va opter pour une solution, trouver une technique qui permet à la fois d'optimiser la dispersion et l'exfoliation, tout en assurant une certaine orientation des nanoargiles dans la matrice. Et une fois qu'on a réussi notre matériau qui est optimisé, on va le mettre à l'épreuve et évaluer ses propriétés barrières. Très bien. Alors je commence par la première phase, et qui consiste à réussir la synthèse du matériau nanocomposite. Alors cette phase va être scindée en trois parties. La première, ça va être la mise en forme du nanocomposite. On va se baser sur la littérature, utiliser trois parmi les techniques les plus répandues et les plus utilisées pour fabriquer un nanocomposite de façon générale, qui vont être la mélange par dissolution chimique, c'est la mise en forme à l'état fondu par mixage et par extrusion. Une fois on a réussi la fabrication de notre nanocomposite, on va essayer d'aller voir sa dispersion, sa morphologie, ainsi que son orientation, tout cela en combinant deux techniques, microscopique et spectroscopique. Et à la fin, on va faire une évaluation préliminaire des propriétés barrières par un test de prise de masse en évaluant l'absorption et l'équilibre, puis certains des paramètres de cinétique de pénétration. Bien, alors je commence avec la première partie de la première phase qui concerne la mise en forme, et je vais jalonner rapidement ces techniques, donner un petit aperçu. Si je commence par la dissolution chimique, on va choisir un solvant adéquat pour les deux, ça veut dire pour la matrice nitrile, tant que pour la particule d'argile. On va utiliser l'acétone dans notre cas. On va disperser nos nanoparticules, dissoudre notre matériau, et dans un environnement bien contrôlé et des paramètres bien choisis, on va le mélanger, puis laisser évaporer le solvant pour avoir un résidu qu'on utilise après pour notre nanocomposite. Après, autant pour le mixeur que pour l'extrusion, on commence par un prémixage à sec, pour lequel on va mélanger les deux poudres pour avoir un maximum de dispersion. Puis après, on va choisir des paramètres de façon judicieuse, de telle façon qu'on obtient un état de dispersion optimal. Alors tous ces matériaux vont finir sous une presse hydraulique afin d'avoir la membrane nécessaire pour les tests de perméabilité ou de propriété, pour l'évaluation des propriétés barrières. Il reste à évoquer que tous ces paramètres-là peuvent affecter plus ou moins la dispersion et l'orientation à l'intérieur de ma matrice. Alors je passe maintenant à la deuxième partie de la première phase qui consiste à l'évaluation de la morphologie. Alors je commence par la diffraction des rayons X. Alors le principe se base sur quoi? Si on a un rayon X qui est incident, il percute la structure de la matière. Ce rayon va être diffracté d'une façon élastique, et on a l'interférence qui se crée et qui est d'autant plus importante qu'on a de la répétition dans notre structure. Alors ce principe se traduit par ce qu'on appelle la loi de Bragg, et pour laquelle la distance D, qui sépare deux entités répétitives ici, se détermine en déterminant l'angle de diffraction θ pour un faisceau incident dont on connaît déjà la longueur d'onde. Alors là, j'ai évoqué répétition et ordre, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle notre tactoïde de nanoparticules d'argile.
Alors si je prends mon tactoïde, la distance D correspond à la distance qu'on appelle interlamellaire. C'est la distance de la galerie qui est ici. Et ça, c'est un pic caractéristique qui apparaît sur le spectre XRD de diffraction. Et on a d'autant de décalage vers la gauche, vers le petit angle, qu'on a de l'espacement entre ces lames. Et ça, c'est déjà un bon indicateur pour l'espacement qu'on cherche pour arriver à la dispersion et l'exfoliation. Alors, je passe directement aux résultats associés à cette technique et je commence à visualiser les matériaux nanocomposites issus des 3 techniques que je viens d'évoquer. Je rajoute à cela le matériau pur, pris comme fond, comme blanc. Puis également ici, j'ai fait le spectre du matériau brut, nanoparticules brut, pour savoir déjà c'est quoi la distance initiale de départ, pour savoir si on a bien amélioré. Alors au départ, je m'intéresse au spectre des nanoparticules d'argile. On a un puits qui est localisé à 3,55 degrés, qui correspond, selon la loi de Bragg, à 24,89 angstroms, et ça c'est relatif à la diffraction du plan 0,01. On localise également un deuxième pic à 17,15, ça c'est plan 0,02. Contrairement à ce qu'on s'attendait, on a 4 pics pour notre nitrite, parce que c'est un matériau amorphe, on ne s'attend pas à une structure cristalline à l'intérieur. On voit des pics, et ça c'est la présence d'une certaine structure cristalline qui est apparue après la mise en forme par presse. Et si je regarde maintenant mes nanocomposites, les 3, ce que je remarque pour la totalité, les 3, il y a un décalage par rapport au pic du nitrite brut. Ce décalage est de l'ordre, ça correspond à l'ordre de 5 angstroms de distance interlamellaire. Et là, c'est une indication de certaines intercalations. Après, si on compare les 3, il n'y a pas une différence significative entre les techniques elles-mêmes, à l'exception celui de l'extrudeuse. On a un léger décalage à gauche par rapport aux autres, ce qui donne une distance de 31 angstroms. Très bien. Alors là, les résultats vont être croisés avec des observations par microscope électronique à transmission, un grossissement de 200 000 fois pour être à l'échelle des nanoparticules d'argile. Et là, le diagramme que ça nous donne quelque chose qui donne une structure bimodale. Bimodale, tout ce qui est encerclé ici, on voit bien les empilements des lamelles qui est en noir. Et là, ça montre nos tactoïdes. Puis, on voit quand même certaines lamelles qui sont séparées, qui sont détachées. Et ça, c'est l'effet des contraintes de cisaillement appliquées lors de la fabrication, que ce soit par mixage ou par extrusion. Alors, on est encore dans la deuxième partie de la première phase, et on va parler maintenant d'orientation. Alors, pour ce faire, on va utiliser une deuxième technique spectroscopique, qui est la diffraction des rayons X au petit angle, le SAX. Et là, ça diffère un peu de l'XRD, du fait que le spectre qu'on récolte, après on récolte dans un plan bidimensionnel. Alors on s'attend à 2 cas de figure. Le premier, là où on a des nanoparticules qui sont éparpillées de façon aléatoire, on s'attend à la diffraction sous forme d'anneaux, ici qui sont pleines, concentriques par rapport au faisceau incident. Puis ici on a de l'orientation. Si on a de l'orientation, on s'attend également de la diffraction. Par contre, il y a un manque de diffraction de part et d'autre du faisceau central. Alors on passe aux résultats qui lui sont associés. Et là, on va représenter seulement 2 échantillons, le mixeur et l'extrudeuse. Alors pour le mixeur, on voit déjà la diffraction sous forme de cercle. Mais ça correspond à quoi comme diffraction? Alors je rappelle que si le radial, ça c'est l'axe de diffraction qu'on vient de voir sur l'XRT, et l'angle phi, ça c'est l'angle du sens de la diffraction. Alors si je superpose les résultats de l'XRD, on montre que ça, entre 2.4 et 3.5, cet intervalle correspond à la distance interlamellaire dans notre nanoargile. Alors ça, on parle bien de nos nanoargiles. Après, ce qu'on remarque, c'est que les cercles sont concentriques, puis ils sont autour du faisceau incident, ils sont complets, ce qui montre qu'il y a une orientation aléatoire. Alors après, si je regarde l'extrudeuse, je fais la distinction entre 2 parties, la zone centrale et celle qui est sur la surface. Alors déjà ici, on voit de la diffraction avec un manque de diffraction sur les 2 côtés. Alors ce manque de diffraction montre qu'il y a une certaine orientation privilégiée. Après, je fais un petit zoom, un petit grossissement sur cette partie-là, et si je compare le centre avec la surface, on montre déjà qu'il y a une certaine différence. Alors on va aller essayer de le quantifier. Pour la quantification, on va avoir besoin du spectre azimutal, c'est-à-dire le phi, donc le phi en fonction, l'intensité en fonction de cet angle-là, et on va s'intéresser seulement aux zones équatoriales. On va s'intéresser seulement à gauche et à droite du faisceau incident. Et après, on va utiliser un facteur pour lequel on prend celui qui est avec mixeur comme référence. Parce que lui, là, on a une orientation aléatoire. Et ce facteur est entre 0 et 1, 0 orientation aléatoire. Plus on s'approche de l'unité, plus on a de l'orientation dans le sens plan.
Alors si on regarde le centre, on a 0,55, 0,66 pour la surface, ce qui montre qu'il y a un avantage d'orientation de la surface par rapport au centre, ici. Et ça, c'est dû au fait que lorsqu'on fait l'extrusion avec la buse, l'extrusion qui est plate plutôt, là, on a de la contrainte de cisaillement qui s'applique de part et d'autre, ce qui favorise l'orientation sur la surface. Alors on passe maintenant à la troisième partie de la première phase et concerne la propriété barrière. On va faire une évaluation préliminaire et pour ce faire, on va utiliser une technique répandue qui est la prise de masse gravimitre. Ça correspond à quoi? Si je prends un échantillon dont on connaît la masse initiale et les dimensions, je vais le plonger dans le solvant en question, l'intégration chimique en question. Nous, on va utiliser du méthanol. Lui, il va absorber la matière, il va prendre de la masse à fur et à mesure qu'il est plongé, jusqu'à arriver à la saturation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer cette prise de masse en fonction de temps, en faisant sortir l'échantillon chaque fois, l'essuyer, peser, jusqu'à arriver à la saturation. Et ça, c'est l'évolution de sa prise de masse en fonction du temps. Alors là, ça donne déjà une indication sur une première propriété barrière qui est la sorption à l'équilibre, la prise de masse à la saturation. On peut aller plus loin avec ces résultats en évaluant ce qu'on appelle les paramètres de cinétique de pénétration. Je vais me limiter aux coefficients de diffusion et je vais être aidé avec les lois de Fick qui décrivent la pénétration d'une substance à travers une structure. Alors là, c'est la seconde loi de Fick, à partir de laquelle on a une solution qu'on peut simplifier sous cette forme, avec MP c'est la masse prise en fonction du temps, M0 à l'état initial, M final lorsqu'on arrive à la saturation. Alors cette expression est intéressante pour nous parce qu'à partir de la prise de masse, on peut tracer la prise de masse dynamique pour laquelle cette prise de masse, qui est l'axe des ordonnées, est en fonction du racine de temps normalisé par l'épaisseur de l'échantillon, parce que ça varie en fonction de la diffusion, et ça nous donne cette expression qui est égale à la pente de nos résultats expérimentaux pour laquelle on peut extraire nos coefficients de diffusion. Je passe aux résultats, et ça c'est des résultats qui sont conventionnels pour la prise de masse de propriété, je veux dire, pour un polymère. Alors là, on a une prise de masse qui est intense au départ, puis le taux d'absorption se réduit à fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à la saturation. On remarque ici pour le nitride pur, face aux 3 nanocomposites fabriqués issus des 3 techniques, on arrive à 45% de prise de masse, alors qu'après, le fait de rajouter des nanoparticules, ça fait déjà baisser cette prise de masse à l'équilibre de l'ordre de 15%, rien qu'en rajoutant 5% de nanoparticules. Là, on remarque également, avec l'extrudeuse, là on a vu une certaine orientation, ça baisse encore de 5% avec cette technique. Alors là, pour évaluer l'effet des propriétés de fabrication qu'on avait évoquées sur certains de ces paramètres, on va utiliser le coefficient de diffusion encore, et on va utiliser deux paramètres qui sont la contrainte à cisaillement et le temps de mixage qu'on trouve autant pour la technique de mixage que pour l'extrusion. Alors ce qu'on remarque ici, qu'il y a baisse de ce coefficient de diffusion en fonction de contrainte de cisaillement jusqu'à arriver à 95% là où ça stabilise. Et d'autre part, le temps de mixage, plus on augmente le temps, moins on aura de diffusion, de coefficient de diffusion. Mais on va se limiter à 30 minutes parce qu'au-delà de cette température, notre matériau va se dégrader. Il est à noter par contre que ces paramètres, on n'a pas trouvé un effet sur la sorption à équilibre qu'on vient de voir dans le diapositive précédent. J'ai terminé avec la première phase et je vais faire une petite récapitulation. Alors, ce qui a montré que l'action mécanique issue de l'extrusion, de mixage, de l'agitation magnétique, ça n'a pas un effet sur l'exfoliation. On arrive à une certaine intercalation, on se rappelle le pic d'extradé qui se décale vers la gauche, mais on n'a pas une perte de pic, c'est-à-dire il y a encore un ordre. En plus de ça, ça a été montré avec l'observation directement. Alors là, rappelons notre objectif principal. Notre objectif, c'est arriver à un état, ce qu'on appelle l'état d'exfoliation, pour lequel les lamelles sont bien séparées, individuelles. Et là, on a les chaînes de notre matrice qui sont incrustées à l'intérieur. Alors, pour arriver à cet état, il s'est avéré qu'on aura besoin de passer par ce qu'on appelle un processus d'intercalation. Alors, j'explique. Si on se prend un tactoïde de nanoparticules d'argile, je prends les lamelles et ils sont superposés et ils sont liés entre elles par ce qu'on appelle la liaison électronique faible de Van der Waals. Alors, le processus d'intercalation ne peut avoir lieu que si les chaînes macromoléculaires viennent pour s'incruster à l'intérieur, puis essayer de les séparer. Et ça constitue la première phase avant l'exfoliation. On se demande maintenant pourquoi on n'est pas rendu à cette étape-là lorsqu'on a fait dans la première phase. Alors là, on va jeter un coup d'œil de plus près de notre nanoparticule d'argile. Ça, en fait, les nanoparticules d'argile sont des minéraux, des cristaux. Alors là, on a une surface inorganique.
En plus, ils sont liés avec des forces. Il y a des cations qui sont des atomes qui sont chargés structurels sur la surface, ce qui rend la surface hydrophile. D'ailleurs, une nanoparticule d'argile neutre, il est rempli déjà d'eau à cause de cet effet-là. D'autre part, si on regarde la structure chimique de notre chaîne matricielle, chaîne de polymère, ça c'est de l'acrylonitrile-butadiène. Une trile, alors là, on a déjà une structure organique. Le compartiment, le monomère polybutadiène ici, on voit bien qu'il n'y a pas de radicaux qui sont réactifs, il n'y a pas de groupements qui sont polaires, alors il y a une faible possibilité d'interaction. Alors d'où se pose ici un problème de compatibilité chimique entre les deux. Alors le problème de compatibilité chimique, il y a un manque d'affinité entre les deux entités pour réussir le processus d'intercalation. Pour remédier à ce problème, on s'est proposé deux solutions. La première concerne les nanoparticules d'argile. Alors là, on va utiliser une fonctionnalisation des nanoparticules d'argile pour laquelle, entre les lamelles, on va mettre des molécules qu'on appelle des agents tensioactifs. Et ça permet de faire deux choses. Alors, la première, c'est qu'à cause de l'encombrement qu'ils ont, ils vont déjà commencer à séparer les deux lamelles. En plus, on va profiter de leur nature chimique pour établir une éventuelle interaction avec la chaîne macromoléculaire. Alors là, si on regarde de plus près, nous, dans notre travail, on va utiliser 3 nanocomposites qui se basent sur 3 types de nanoparticules. Une qui est non fonctionnalisée et 2 qui sont fonctionnalisées. Alors ces chaînes-là sont des cations de alkylammonium quaternaire et là, ils sont dotés de chaînes aliphatiques plus ou moins longues. Si je prends celui-là, c'est à 2 chaînes, nombre de carbone entre 14 et 18, alors que pour celui-là, une seule longue chaîne, qui est la graisse, puis 2 autres qui sont courtes. Par contre, ils ont un groupe OH qui est fortement réactif et qu'on s'attend à établir des liaisons avec lui. Alors d'autre part, on va agir sur notre chaîne d'acrylonitrile-butadiène et pour ce faire, on va essayer de l'activer. Alors, par quoi? C'est on va utiliser un monomère hautement réactif et on va utiliser l'anhydride vanillique. Pour quelle raison? D'une part, il a un site réactif de greffage, là on peut l'incruster greffer à l'intérieur, puis il a un site qui est fortement réactif pour certaines interactions avec les agents tensioactifs parce qu'on a un groupement fortement polaire. Bien. Alors là, la phase 2 va être elle-même scindée en 3 parties. La première, c'est on va réussir le greffage. Le fait de rajouter de l'anhydride vanillique, ça ne donne pas directement, ça ne lui fait pas rentrer directement dans la structure. Alors là, pour le faire, on va adopter des techniques de fabrication, puis on va utiliser la spectroscopie infrarouge à transformer Fourier pour valider si on a bien réussi le greffage. Après ça, on va faire une étude plus exhaustive sur la dispersion et on va combiner 3 techniques pour le savoir. Et enfin, on va réutiliser la technique du Sachs, mais dans cette fois, on va utiliser une approche tridimensionnelle. Alors avant de commencer la deuxième phase, je vais me permettre de montrer un peu les techniques qui ont été utilisées, qui ont été développées par rapport à la première phase. On va utiliser 2 nanocomposites. Le premier, c'est par des solutions chimiques. Là, on utilise l'ultrasonication des nanoparticules d'argile pour rompre les liaisons de Van der Waals. Après, on va mélanger à haut cisaillement, contrairement au agitateur magnétique qu'on avait utilisé. Et le deuxième échantillon, on va combiner à la fois mixage et extrusion pour augmenter le cisaillement sur les nanoparticules. Alors, je commence la première partie de la deuxième phase et qui concerne le greffage. Alors, pour savoir si on a bien greffé, on va comprendre déjà c'est quoi la structure, les groupements qui constituent notre anhydride vanillique. Alors, en premier lieu, si on regarde le spectre associé, on trouve un pic à 18,55, un 6 et 17,80 cm-1. Ça correspond à un étirement asymétrique et symétrique des groupes carbonyle, carbone-oxygène double liaison. On voit 2 autres pics caractéristiques du groupe succinique qu'on voit en bleu ici, puis un dernier pic qui correspond à la liaison olefinique du diplocarbone qu'on voit en bas, et là aussi susceptible d'avoir un greffage sur la matrice. Alors maintenant, pour savoir si on a bien réussi le greffage ou pas, on va comparer 2 spectres. Alors pour le FTIA, on va comparer le nitrile pur, tel qu'il est, mais sous forme de membrane, c'est comme si on utilise pour les propriétés barrières, puis celui là où on avait rajouté des anhydrides vanilliques. Alors si on compare, on voit qu'il y a l'apparition de pics d'absorption qui correspondent à la double liaison carbone-oxygène, ici, qu'il n'y avait pas avant, et ça montre la présence d'anhydride vanillique. Après, si on regarde tout droit, et je vais un petit grossissement, ici on voit que les 2 pics sont presque similaires. Alors on ne s'attendait pas à ça, parce que si je rappelle le spectre, à ce niveau-là, on s'attend à un pic qui est énorme. Il y a la disparition de ce pic
qui correspond à l'ouverture de cette double liaison. Alors, une fois notre matériau, notre monomère maintenant réactif est prêt à être greffé, il y a deux emplacements là où il peut être greffé, soit sur l'acrylmonométrie, soit sur le polybutadiène. Alors, on revient sur le spectre pour établir la comparaison. Là, si je regarde le pic caractéristique de la double liaison CNO ici, on voit qu'ils sont superposés déjà. Alors, il n'y a pas de perte, il y a faible probabilité que l'ancrage va être sur l'acrylmonométrie. Alors, ça peut être que sur le polybutadiène. Et ça, c'est avantageux, parce que nous, on a besoin de ce cycle-là, parce qu'il est réactif, et en plus, on active celui-là, qui est pauvre en échange chimique. Alors là également, il y a deux positions qui sont possibles. Alors, soit par arrachement, position vinylique qu'on appelle, on enlève cet hydrogène et on place dessus, soit on prend la double liaison de carbone. Alors, si je regarde le spectre, ici, vers le haut, il n'y a pas de variation du pic, ça veut dire faible probabilité que ce soit sur le CH. Par contre, si je regarde la double liaison de carbone qui est là, ça c'est nitrile pur, ça c'est après rajout d'anhydride maléique, il y a deux pertes. La perte est minime du fait qu'on utilise seulement 2% d'anhydride maléique dans notre composition. Alors là, ce qui nous donne une relation qui s'établit et une forte possibilité que la réaction chimique soit de ce genre. Bien, je passe à la deuxième partie de la deuxième phase et là je vais commencer à caractériser la dispersion. Alors je reprends les résultats observés, ça va être appliqué sur nos deux nanocomposites, solution extrusion, avant l'hydride maléique et après l'hydride maléique. Alors ce qui est bleu c'est solution, ce qui est en rouge c'est extrusion à forte température. Là, les deux avant l'hydride maléique et les deux après greffage. Alors si je prends avec avant greffage, ça, rappelons que ça c'est la distance nominale pour le brut, pour l'argile brute. Dès qu'on fabrique, on a seulement un décalage de l'ordre de 1 angstrom. Quelque chose qui n'est pas perceptible, c'est peu probable qu'il y aura de l'intercalation. Par contre, également, si on compare les deux techniques entre elles, il n'y a pas de variation. Et ça a été vu dans la première phase. Si maintenant, on a un résultat plus intéressant lorsque je regarde après greffage. Alors, pour tous les nanocomposites fabriqués avec extrusion, il y a perte du pic caractéristique. Et ça montre qu'il y a plus de l'ordre et forte chance d'exfoliation. Et par tous les nanocomposites extrudés, je veux dire, sans fonctionnalisation, il est de fonctionnalisé. Seulement, lui, fait l'exception de celui qui avec solution. On voit quand même le pic, mais qui a été décalé beaucoup vers la gauche, vers les titans, ce qui montre une certaine intercalation de 14,1 angstrom, qui est proche déjà de l'exfoliation. Bien. Alors là, on va... Une fois qu'on fait de l'XRD, on a montré qu'il y a perte de pic. Perte de pic, ça veut dire exfoliation, ça ne veut pas dire forcément une bonne dispersion. Parce qu'il se peut que ça soit exfolié, mais ça reste à l'entour proche, au voisinage de l'emplacement du tactoïde du départ. C'est pour cette raison on va utiliser le microscope électronique à balayage à haute résolution. Alors là, avant greffage et après greffage. Alors les entités qu'on voit ici, ça c'est pas les nanoparticules d'argile. Alors c'est difficile, d'ailleurs ces résultats ne donnent pas quelque chose d'utilisable. C'est pour cette raison qu'on a rajouté une étude dispersive en énergie en mode cartographique qui ça permet pour un tel cliché de donner la composition chimique. Alors le résultat avant maléique anhydride, ça donne cette cartographie. Et ça, les tâches qu'on voit ici, on a regardé le spectre et ça correspond sodium, magnésium, aluminium et silicium. Ça c'est caractéristique, c'est signature pour notre nanoparticule d'argile. De point de vue structurel, on ne peut pas trouver dans le nitride. Alors ça montre l'emplacement des nanoparticules d'argile dans notre structure. Et si je fais après un hydride maléique, on voit une amélioration énorme de la dispersion. J'ai utilisé un logiciel de traitement d'image, Imagy, pour faire la distribution de taille des particules. Le vert, c'est avant un hydride maléique. On voit des tâches de toutes les tailles, même celles qui dépassent 1 micromètre carré. Par contre, si on fait la dispersion, on voit que la majorité, 35% des tâches, sont de l'ordre de 0,05 micromètre carré. On rajoute une troisième technique. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a disparition d'hypique. Disparition d'hypique ne veut pas forcément dire exfoliation, parce que ça peut se séparer, mais on a un désordre. Le désordre fait perdre l'apparition du pic, et là, il faut confirmer par observation directe. Alors là, avant un hydride maléique, on retrouve encore une fois les tactoïdes qu'on voit ici. On a regardé directement la distance interlaminaire, c'est 23,65. Ça correspond bien au résultat qu'on vient d'obtenir en XRD, à un champ près. Comme on peut trouver également des lamelles qui sont séparées. Et ça,
C'est avantageux parce que ça nous donne une indication déjà du mécanisme de l'exfoliation, c'est par délamination qu'on appelle, c'est-à-dire à partir de des tactoïdes, on a des lamelles qui se séparent, on n'a pas une explosion totale de notre nanoparticule. Si je regarde après anhydride maléique, on ne voit pas grand-chose, et ça c'est bien, c'est ce qu'on cherche. En fait, on cherche des lamelles qui sont séparées, qu'on voit ici, qui sont éparpillées. Il faut mentionner qu'un état d'exfoliation totale est loin d'être achevé. À vrai dire, lorsque on avait regardé cet échantillon à certains emplacements, vous savez que pour le TM c'est très localisé, 200 000 fois, et il y a certains tactoïdes, mais cette configuration, on l'a vu que ici, puis les tactoïdes sont beaucoup plus petits, puis peu nombreux. J'ai terminé avec la dispersion, je passe à la troisième partie de la deuxième phase pour parler de l'orientation. Là, on va utiliser également l'échantillon par mixage et par extrusion par une approche tridimensionnelle. Alors là, je vais prendre un échantillon, 1 mm3 de mon échantillon, et je vais faire les analyses de Sachs par 3D réactions. Alors par 3D réactions, lorsque j'ai l'extrusion, j'ai celle d'en face, celle qui lui est tangentielle et celle qui est normale. Alors là, pour les résultats, les stéréographies qu'on avait obtenus, je les ai reconstitués pour avoir une observation tridimensionnelle. Alors ici, par exemple, pour la solution, l'échantillon issu de la solution, on a des cercles concentriques sur les trois faces. Là, c'est une orientation. Là, c'est une orientation aléatoire. Alors ici, si je prends celui avant anhydride maléique, il faut mentionner une chose. Lors de la fabrication, cet échantillon, j'ai lui fait un refroidissement brusque par azote liquide. Et ça, c'est pour figer la structure et préserver une certaine orientation. Là, on voit une perte d'intensité sur les parties équatoriales. Ça montre une orientation comme ça et comme ça dans le plan de notre extrusion. Par contre, parce qu'on regarde les nanoparticules d'en haut, il y a des cercles concentriques. Après anhydride maléique, on ne voit pas la diffraction qui est propre aux nanoparticules d'argile. On ne peut pas distinguer facilement parce qu'on a déjà atteint un état d'exfoliation important. Ça reste, on voit certaines orientations. Ça peut être l'alignement soit des chaînes, soit les structures cristallines qu'on a vues sur l'XRD et qui ont permis certains alignements sous l'effet de la presse. On a terminé avec la deuxième phase, j'entame la dernière phase, la troisième. Là, on a réussi l'échantillon qui est maillé, c'est-à-dire optimisé, et on va évaluer le mécanisme de diffusion, la cinétique de transport, et là je parle de coefficient de diffusion, quelles sont les perméabilités, et pour le profil de concentration également, ça figure dans le rapport, je ne l'ai pas visualisé ici. Alors, ces quatre paramètres vont être évalués dans deux environnements. Le premier, c'est l'effet de température. On va faire à 4 températures pour en voir l'effet, de 23 jusqu'à 70 à un pas de 15 degrés Celsius. Puis de l'autre côté, on a l'effet de nature du pénétrant. On va utiliser 3 alcools, méthanol, éthanol, isopropanol, et donc c'est la même composition chimique, c'est seulement la taille des molécules qui varie de 18 cm3 par mol. Alors si je prends la première, il est à noter que toutes les prises de masse ont été avec toutes les températures, tous les nanocomposites, avec tous les solvants. Alors pour l'isopropanol par exemple, et ça on voit également le même résultat pour l'éthanol et le méthanol, on voit une augmentation de la prise de masse à l'équilibre en fonction de l'augmentation de la température. Si je regarde de l'autre côté, là la prise de masse à température ambiante, comme l'on voit pour le reste des températures, ça baisse en fonction de l'augmentation de la taille. On voit ici une baisse en fonction de l'augmentation de la taille de la molécule diffusante, parce qu'elle est plus encombrante, plus volumineuse, ça prend plus de temps pour passer d'une partie à l'autre. Alors si je souhaite voir l'effet des nanoparticules, d'ailleurs ici, tout ce qui est foncé ici, c'est nitrile pur, et ça c'est les 3 nanocomposites conventionnels. Avant anhydride maléique, on voit déjà l'effet des nanoparticules. Alors si je veux voir en plus l'effet d'anhydride maléique, là c'est nitrile pur, conventionnel, anhydride maléique. Ça, c'est un méthanol de température à 55 de solvant. On voit le même effet. Le même effet, c'est quoi? C'est que du moment où on rajoute des nanoparticules, même si ce n'est pas bien dispersé, ça améliore, ça veut dire que ça fait baisser la sortie en équilibre. Avec la dispersion, ça améliore encore plus. Alors là, la prise de masse est d'autant plus faible que les nanoagiles sont dispersés. Si je passe maintenant au mécanisme de diffusion, ça correspond à quoi? Vous vous rappelez la prise de masse dynamique, si on fonctionne racine du temps. Là, on va faire le fait. On va quitter avec cette loi de puissance, pour laquelle le facteur K, c'est le facteur d'interaction entre les chaînes et les molécules, et là, c'est l'indicateur du mécanisme. On a, si c'est à 1,5, c'est un fickel, c'est-à-dire c'est comme tous les matériaux élastomères, là où la mobilité des chaînes est beaucoup plus importante que la mobilité des molécules pénétrantes. Si on se rapproche de 1, on a plus de rigidité des chaînes en détriment de l'autre. Alors si je compare par exemple, ça, c'est nitrile pur, conventionnel, anhydride maléique.
Là, pour l'indice K, ce qu'on remarque, c'est si on rajoute d'une façon aléatoire une particule, ça va augmenter le facteur d'interaction, mais dès qu'on commence à disperser, ça va le faire baisser, à l'exception de 70 degrés. Puis, pour l'indice N, je le représente en fonction des différents solvants, mais ce n'est pas représenté ici, mais je donne le résultat en fonction de la température. Alors, en fonction de la température, ce qui arrive, c'est que, en fonction de la température, dès qu'on augmente la température, ici, ça va baisser. Alors, pourquoi ça baisse? Parce qu'il y a plus d'agitation thermique. Ça passe de fichéen à ce qu'on appelle sous-fichéen. Alors, il y a plus d'agitation thermique, il y a plus de mobilité d'échelle. Par contre, si on passe d'ici à là, ça va augmenter. Ça, c'est pour tous les solvants. Alors, si ça passe d'ici à là, ça augmente parce que le maléique anhydride, c'est des lamelles qui sont séparées. Alors, les lamelles séparées, il y a d'enchevêtrement, de ramollissement des chaînes autour de ces lamelles-là, ce qui réduit leur mobilité. C'est pour cette raison qu'on passe de fichéen à anormal, c'est-à-dire fait augmenter l'indice. Je finis la présentation par les résultats en fonction des le coefficient de diffusion, en fonction des différentes températures, différents solvants. Alors pour les différentes températures, on voit une augmentation qui est régie par la loi d'Arrhenius. Par contre, dès qu'on augmente la taille des molécules pénétrantes, on a une baisse de cette coefficient. Et si après on compare, on veut voir l'effet d'anhydride maléique, on voit un effet qui est contraire à ce qu'on avait vu auparavant concernant la prise de masse à l'équilibre. C'est que l'huile est plus sensible. Dès que je rajoute des nanoparticules de façon encombrée, tactoïde, ça fait augmenter le coefficient de diffusion. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite avoir. Mais dès qu'on commence à disperser, ça le fait baisser pour les gens. Et là, ça on le voit pour toutes les températures et pour tous les solvants. Alors là, je vais faire une conclusion et certaines perspectives. Alors pour les conclusions, on va aller phase par phase. La première, c'est que l'état d'intercalation, on l'avait vu, et on avait vu également l'effet des paramètres là-dessus. Par contre, on a vu que ça, l'action mécanique, n'est pas suffisante pour arriver à un état d'exfoliation. Bien. Alors la deuxième, c'est qu'on a réussi déjà l'ancrage, le greffage d'anhydride maléique, et pour fonctionnaliser notre chaîne d'acrylométrie butadienne, on a vu que une amélioration de l'affinité chimique nous rapproche plus. C'est la clé en fait pour arriver jusqu'à l'état proche de l'exfoliation. Et on a vu qu'en termes d'orientation, c'est gouverné majoritairement par les contraintes cisaillement appliquées lors de l'extrusion. Enfin, à la fois la présence et l'exfoliation font baisser l'absorption à l'équilibre. Par contre, lorsqu'on évalue le coefficient de diffusion et le coefficient de perméabilité qui sont bien, après, c'est que seulement la présence le fait augmenter, ce qu'on ne cherche pas. Par contre, dès qu'on a intérêt à les disperser pour voir la baisse des coefficients de diffusion. Alors là, comme travaux futurs qu'on souhaite faire, c'est que nous, dans ce travail-là, on a juste aligné. On a aligné, orienté. Le projet du prochain article, c'est en fait essayer d'arriver à un état ce qu'on appelle de percolation. Là où il y a la lamelle, on va établir une certaine liaison de proche en proche. Là, on peut également le mettre dans un mélange de polymères et essayer de mettre ces nanoparticules à l'interface. Et là, on peut obtenir les mêmes résultats, voire mieux, en ayant moins de concentration de chargement qu'on rajoute. Alors là, je finis avec quelques publications et conférences que j'ai eu la chance d'avoir avec mes directeurs. Il y a celles qui sont publiées, d'autres qui sont en cours, conférences et journaux. Puis enfin, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour la présentation, très belle présentation, si je me tiens en passe. Donc, on va débuter la période de questions par le professeur Laberge de Polytechnique. Merci. Premièrement, je voudrais souligner la qualité de ta présentation, c'est incroyable. C'est beau, les animations, c'est vraiment, c'est super beau. Merci. Donc, c'est quand je vois ça, je dis, ils ont une belle carrière, il n'y aura pas de problème. Le travail que tu as mis dans la présentation des animations, c'est vraiment magnifique. Donc, tu te présentes bien, tu as une belle stature, tu as un bon ton de voix, tu n'as même pas d'eau, tu n'as pas pris d'eau, tu n'es pas stressé? Moi, je suis jeune. Tu peux même pas prendre d'eau? Non. 9h du soir, c'est pas équipé pour faire une belle carrière, pas de problème. La mise en contexte, excellent. Bravo. Ben, il avait moins dans la thèse, mais ici, là, ça m'a vraiment. Les images que tu as mis dans la thèse, il y a des images de première provenance. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire avec les sources. On veut citer nos sources dans la présentation. Il y a des images qui sont pas trop. Oui, certainement. Les vidéos, ça. Les vidéos également. Des images de dispersion, ça j'ai vu.
La thèse, en général, là, j'ai des problèmes à mon imprimante, puis la première page de mes commentaires hier n'a pas sorti. La thèse, en général, OK, là, je sais pas, je te dis que moi, mon doctorat, c'était des nanocomposés. Vous avez vraiment bien choisi. Ça m'intéresse, ce sujet-là. Même quand tu vas être fatigué, on va continuer. Là, je ne sais pas s'il faut que je vide mes questions. Ou, on peut faire 2 rondes de questions. Donc, tu peux poser des questions dans 10-15 minutes et après ça, on va aller dans les autres jeux. Mais on peut revenir après, il n'y a aucun problème. Puis on peut se tutoyer. Oh, certainement. Tu peux me tutoyer? Moi, ça C'est bon? Donc, la thèse, ce que je trouvais, c'est que, en général, là, beaucoup de travail de caractérisation très solide, très rigoureux. Donc, bravo pour ça. J'ai l'impression que tu possèdes ton sujet. Peut-être même trop, des fois. Il y a trop de détails. Surtout dans les articles scientifiques, des fois, il y a trop de texte. Oui, ben, ça parfois c'est le motif de refus parfois parce que c'est trop long. C'est ça. Il y a trop de texte, il y a trop de détails. Ce qui fait qu'on perd le fil. Dans l'article 2, on l'a vu que tu as passé par les réviseurs, il est plus clean l'article, mais 2, 3, est-ce qu'ils ont été refusés ou acceptés? Ben, ils sont soumis. L'un qui a été accepté avec des corrections et l'autre c'est encore en cours. Le deuxième est en cours. Le troisième, c'est celui qui est propriété barrière. C'est en Polymer Research et ça a été accepté par des corrections. Ouais. Et le 10 juin pour mettre des corrections. C'est bon, bravo. Donc, c'est une autre bonne indication de la qualité de ton travail. Là. Mais il y a trop de texte. Puis ça, il va falloir que tu arrêtes là-dessus. Il faut que tu sois super rigoureux. Puis dans un texte scientifique, malheureusement, des fois, il faut couper sur les détails et aller droit au but. Quand je lis un article scientifique, moi, je m'en vais voir les conclusions en premier. Je me dis, ah ouais, comment elle a fait pour mesurer ça? Je retourne au expérimental. Quand j'ai l'expérimental dans le résultat, je perds. Je ne suis pas capable de savoir comment c'est arrivé. C'est supposé d'être à la bonne position. Fait que ça, là, tu as Parce que moi j'ai toujours en tête, c'est un article pour la thèse. C'est pour cette raison que... Ça en fait d'ailleurs c'est les mêmes remarques. Les directeurs on partage la même chose. Toujours mes articles sont longs, le deuxième c'est 30 pages. Mais c'est que je mets toujours en tête que c'est un article pour le doctorat, il faut que ça soit clair. C'est pas comme par exemple là en postdoc ou là où je fais un article pour aller directement au résultat. Ben, moi ça ne me dérange pas. Moi je te dis que c'est pas acceptable. Tu comprends? C'est pas acceptable, il faut falloir que tu changes ça dans ta carrière future. Ça se fait pas, ça. Un article scientifique, ça a un format très rigoureux. Je sais que tu es rigoureux dans ton travail, mais pour la rédaction, il faut améliorer ça. Puis ça, ben, malheureusement, mais là, ils sont déjà soumis. Puis là, s'il y a des modifications à faire, il va falloir que tu écrives une note à l'éditeur pour lui dire que c'est à modifier l'article. Tu comprends? Une des choses qui est bon. Mais sinon, wow, ça c'est vraiment incroyable. C'est le fun. Bon, il y a une des choses que moi j'ai accroché gravement, c'est sur la slide 3 par exemple, ou la slide plus tard, sur la slide 23. Je commence avec la troisième. Ouais. Donc, ouais, c'est exactement là qu'on ne bouge pas. Donc là, on parle des tactoïdes. Et les tactoïdes sont liés par l'interaction de Van der Waals. Exact, oui. C'est quoi une interaction de Van der Waals? Alors ça, c'est des faibles liaisons qui s'établissent entre les lamelles à cause des cations qui se trouvent sur la surface. Erreur. Ça, c'est vraiment grave comme erreur. Pourquoi? Mais ça, il faudrait vraiment... En tout cas, je ne sais pas si on peut avoir un débat là-dessus, mais le Van der Waals, là, c'est une liaison faible, très bien. C'est une liaison faible qui vient de l'oscillation des nuages d'électrons autour des atomes. C'est ça qui ils viennent en phase, puis là, ils se collent parce qu'ils sont polaires. C'est la vibration du nuage d'électrons autour des atomes. C'est super important. Ça, c'est tenu par des électrons électrostatiques. Tu as un cation à l'intérieur, tu as une grosse charge positive. C'est pas Van der Waals. Okay, ben, j'ai confondu la nomination. Dans l'article 2, c'est totalement erroné, ça. Puis je pense que tu vas te faire accrocher là-dessus, j'espère. Dans l'article 1, il n'y a pas ça. Dans l'article 2, ça commence comme ça, c'est tenu par des interactions de Van der Waals. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non.
toute la chimie de la nanoparticule fonctionne avec des cations. Vous permettez juste de mettre une slide, Ouais. juste pour vous présenter une chose, c'est que... Parce que moi, je suis basé sur la littérature. Ben là, ils sont là pour raison. Non, c'est juste pour vous montrer ici, par exemple, que j'avais pris ça, c'est la variation de la force de Van der Waals qui existe en fonction de la distance interlaminaire. Alors, eux, ils parlent directement, carrément, de la fonction, la variation de cette attraction d'énergie qui décroît de façon intense. Mais pour le même type de comportement s'observe avec des charges électrostatiques. Il y a répulsion quand c'est trop proche, il y a de la répulsion. Quand tu t'éloignes, il y a de l'attraction. Donc ça, c'est un problème grave là, dans la façon de rapporter les choses. Puis ça, il faut que ça soit modifié. Moi, je ne pense pas que ça mérite des modifications majeures. C'est juste que l'éditeur, il va falloir le dire pour l'article 2 que si c'est pas publié. Oui, pas encore. Mais dans les corrections, ils vont t'envoyer des commentaires. Tu pourras dire, ben, on a aussi fait une erreur là-dessus. Fait que il faut vraiment que tu regardes ça parce que c'est pas du tout dans le nerval. Ça est revenu souvent dans ton texte. Oui, parce que moi, je me suis basé, ça, c'est un livre qui parle des comportements des nanoparticules avec les argiles. C'est vrai que je suis revenu, mais j'ai confondu charge électrostatique avec Van der Waals. C'est ça. C'est vraiment différent. Et après ça, tu t'en vas fonctionnaliser. Dans le 3e article, tu prends c'est la plage 23. Tu as des espèces de agents de tension active. Ben, tu as un azote au centre, puis tu as un gros plus dessus. Hein? Donc, c'est vraiment le. Donc, il y a 2 azotes au centre qui sont positifs, c'est lui qui vient prendre la place du cation. Oui, c'est prendre la place du sodium. Ça a toujours été ça le mécanisme d'interpellation des composites. Ton background, es-tu en chimie, en physique, en génie mécanique? En mécanique. Donc, c'est encore plus admirable tout le travail que tu as fait. Oui, les chimiques, c'est un peu étrange pour moi, c'est pour cette raison, ça a pris un peu du temps pour... Ben, je trouve que tu possèdes le sujet, mais ça, c'est juste une erreur importante dans ton travail. Donc, ça va pour ça. Il faut vraiment étudier ça, puis pour le restant de ta carrière, sois vraiment rigoureux avec ça. Le deuxième commentaire que j'ai à faire, c'est, bon, le terme optimiser. Puis on parle de rigueur. Donc, il y a rigueur dans la façon d'exprimer. Donc, optimiser, c'est quoi optimiser? Optimiser, ça veut dire atteindre le maximum d'état, par exemple, si on parle en termes d'exfoliation, atteindre le maximum qu'on puisse faire avec les équipements, avec les environnements dans lesquels on travaille. Donc, penses-tu que tu as vraiment optimisé? Je pense que tu pourrais faire mieux. Disons, améliorer. Ouais. Disons, l'objectif principal et le titre de ta thèse, c'est optimiser. Ça veut dire ça, on a commencé avec ça. J'ai fait ce que j'ai pu faire concernant l'exfoliation et les résultats, c'est optimiser, pas l'état d'exfoliation, mais à ce que j'ai pu faire. Oui, c'est ça. Donc, selon tes contraintes expérimentales. Exact. Parce que, comme j'ai bien évoqué, un état d'exfoliation, c'est loin d'être atteint. Du moment où il y a beaucoup. Moi, j'ai pris 2 aspects seulement, celui qui est chimique, l'autre qui est, et même pour les chimiques, c'est utiliser 2 agents tensioactifs. Il y a une vingtaine qui s'utilisent avec les argiles. Il y a procédé de fabrication, il y a polymérisation en situ, par exemple. Là, on vient des lamelles, on crée le monomère du polymère à l'intérieur, puis on le fait conduire à partir de là. Mais là, c'est techniquement plus difficile. Et on s'attend à ce que soit plus exfolié avec cette façon. D'ailleurs, Toyota, lorsqu'elle a utilisé la première fois une particule d'argile, ils ont commencé avec cette technique. Oui, effectivement, l'optimisation, c'est en termes de ce que j'ai comme... Puis pour moi, je ne suis pas un gars de mathématiques. Quand on parle à quelqu'un de maths, là, optimiser, c'est trouver sur la fonction, c'est trouver le minimum global d'une fonction mathématique en réduisant l'erreur. Donc pour eux, c'est encore plus grave d'utiliser le terme optimiser pour... déjà, ils trouvent que c'est un peu galvaudé d'utiliser optimiser pour un processus expérimental. Pour recommander le changer? Ben moi, il y a plein d'autres termes. Il y a ajuster, il y a concevoir, parce que dans le fond, dès le début, tu dis mon objectif, moi, c'est de concevoir. Hein? C'est de concevoir un... Puis
Puis là, une conception, pour moi, ça correspond plus avec ce que tu as fait. Tu avais les paramètres expérimentaux, tu avais des contraintes finalement, tu avais des fonctions d'un produit à obtenir. Moi, Ça va très bien pour un projet d'ingénierie. C'est ça qu'on fait dans la vie, qu'on soit. Bah, moi, j'ai opté pour peut-être optimisation parce que j'ai un nanocomposite conventionnel. Je passe à un suivant, à l'étape, parce que chaque fois, je fais le cycle. J'essaie d'améliorer en ayant les paramètres de fabrication, de caractérisation. Je reboucle pour se baser sur ça pour avoir plus un. C'est ce que j'ai voulu en s'entendant par optimisation. C'est ça, je comprends. Puis ben, ça aurait pu être expliqué que ta façon de comprendre l'optimisation, c'est ça. Ça aurait pu être expliqué dans le texte. Il faudrait que tu choisisses dans la thèse, si tu veux garder optimisation, de mettre un petit peu plus de contexte sur l'optimisation. D'après moi, mais sinon, développer pour un projet de génie, c'est très bien. Concevoir, donc il faut. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut dans ta carrière que tu continues à. Faut que tu réfléchisses aussi sur la connaissance, c'est pas juste exécuter. Tu t'en viens dans un moment où est-ce que tu crées de la connaissance, c'est ça. Tu es rendu maintenant un créateur de connaissances, puis un utilisateur, donc il faut que tu sois capable de réfléchir là-dessus. Bon, là j'ai dit là, on va aller plus dans le détail, à moins qu'on passe à d'autres peut-être commentaires généraux. On peut peut-être aller à d'autres pour rendre ça plus dynamique. Ouais, comme ça, on va revenir à vous. Ouais, c'est bon. Donc, je vais aller avec professeur Zedny. Merci. Donc, je vais aussi ajouter mes propres commentaires. C'est ce que les autres commentaires que j'ai déjà entendus, ça veut dire que ta présentation était vraiment excellente. Donc, je te félicite, c'était vraiment super clair. Je crois, même nous, comme membres de jury, on a bien compris de ce quoi tu as parlé. Donc, c'est bien aussi comment tu utilisais, par exemple, des animations, bien que toi, tu les as trouvées peut-être ailleurs. Et c'est dommage que tu n'as pas mis la référence. Je crois que c'est vraiment aidé à expliquer le background de Johnny. Mais l'animation, c'est toi qui l'as fait. Tout ce qui est tactoïde, la seule chose que j'avais pris, c'est les vidéos. Les 2 vidéos de tout départ. Du ballon. Des ballons. Oh, seulement le ballon. Les particules qui sortent, d'accord. Ah, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah, ça, c'est malade, ça. C'est super. C'est vraiment pas. Moi, j'ai pensé que tu as trouvé ça super. Non, ça, c'était quelque chose comme ça. C'est un logiciel Blender, c'est open source qui permet de. Ça, c'est un moteur physique qui permet de simuler les particules qui vont. Mais dans ces cas-là, parfait, donc félicitations. C'est vraiment bon, ça. Donc, ça c'était vraiment clair. J'ai aussi bien aimé comment toi tu as expliqué, par exemple, la diffraction par rayons X. Donc, ça c'était comme un mini slide où tu as mis en contexte le résultat, donc c'était super. On a la même chose avec les sax. Donc, particulièrement parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui ne comprennent pas si bien cette méthode. Une chose que j'ai un peu manqué dans ces cas-là, c'est tu discutais super bien de la diffraction par rayons X, du SAX, mais tu nous as présenté le FTR comme voilà, c'est ça le résultat. Est-ce que tu peux nous présenter comme dans 15 secondes, c'est un peu le principe du FTR? En fait, le principe du FTR, c'est qu'on a un rayonnement infrarouge. Et là, si on a une molécule quelconque, s'il y a la liaison entre ces molécules, par exemple, si je prends le groupement polyphénique, s'il y a des mouvements qui se créent, c'est-à-dire soit de la torsion, soit de l'étirement, et tout ça, ça absorbe de l'énergie. Et cette absorption, c'est d'ailleurs le diagramme ou le spectre que je montre, si on l'absorbance. Peut-être est-ce que tu peux je sais pas, c'est comme 27. Je prends d'anédrite magnétique, par exemple. Alors là, ça montre l'absorbance. Là, ici, l'absorbance en pourcentage, jusqu'à 60%, par rapport au nombre d'ondes qui passent de 400 jusqu'à 4000. Et là, chaque fois qu'on a un groupement, ces groupements absorbent, c'est-à-dire ils consomment cette énergie rayonnée. Et là, lorsqu'on collecte, il y a de la perte qui se crée, qui se manifeste, qui est caractéristique pour le groupement lui-même. Et même dans le même groupement, comme j'ai dit, il y a de la vibration, il y a de l'oscillation, il y a de l'étirement.
Et comment est-ce que la lumière peut créer de vibrations? C'est pas la lumière. Moi, en fait, ma compréhension de la chose, c'est que le rayonnement d'infrarouge, lorsqu'il percute l'échantillon, ça, les molécules, c'est de la vibration. C'est elle qui consomme en fait, les rayons incidents. Et là, lorsqu'on collecte ce rayon-là, on voit la perte au niveau du spectre. Ok. Ça, si je l'ai bien expliqué. Ok. Donc, ça fait la job pour vous. Je ne suis pas allé dans les détails. Oui, non, c'est globalement correct dans ce cas. Ici aussi, on voit un peu, toi, tu as un background vraiment plus en mécanique, donc je te félicite aussi que ta thèse est vraiment presque plus vers chimique que mécanique. C'est bien fait, honnêtement. Donc, j'aime bien ça. La chose que je trouve un peu intéressante, c'est que tu n'as jamais parlé des propriétés mécaniques. Donc, dans ces cas-là, maintenant, tu ajoutes quelque chose dans ton nitrile. Est-ce que tu crois que ça va modifier les propriétés mécaniques de ta membrane? Si oui, comment? Et comment tu crois que ce serait intéressant de le caractériser? Certainement. Bien, pour les propriétés mécaniques, enfin, ça va en parallèle. Déjà, la première fois qu'on avait utilisé les nanoparticules d'argile dans un matériau, c'était avec le nylon, avec l'entreprise Toyota qui fabrique les croix de transmission. Et là, c'est pour améliorer la traction. Alors, pourquoi? Parce que les nanoparticules, lorsqu'elles sont incrustées, surtout si on augmente l'exfoliation, on obtient des nanoparticules lamellaires, l'enchevêtrement autour des lamelles améliore cette propriété mécanique. Ici, on a parlé, parce que tout le projet parle de propriétés barrières. Mais si vous permettez, je montre ici un exemple. Lorsqu'on est venu parler du coefficient de diffusion ici, on voit que le coefficient de diffusion, ça augmente énormément en rajoutant du nitrile par rapport au nitrile pur. Ça, c'est pas bon, parce que ça ne joue pas en faveur de l'amélioration des propriétés barrières. Par contre, on s'est intéressé plus à la diminution par rapport au nanocomposite, parce que le nitrile pur, déjà en propriété mécanique, il est beaucoup plus faible que le deuxième. C'est pour cette raison, ça par exemple, ça a été amélioré par rapport à un matériau là où les propriétés mécaniques sont améliorées. Donc, quand tu dis les propriétés mécaniques sont améliorées, ça veut dire ça veut dire laisser traction. Surtout en traction, ça on voit ça, c'est que... Rigidité ou résistance? Résistance à la traction, le RE. La rigidité aussi doit dû changer normalement. Ça se peut, oui. Ben, je n'ai pas les données. Ce qui n'est pas bon du tout pour l'application à l'élastomérique. Oui. Oui, de toute façon, regarde, les élastomères, déjà, ça ne s'utilise pas sans vulcanisation. On doit le vulcaniser déjà, c'est-à-dire établir de la réticulation. Un élastomère thermoplastique? Donc ça, c'est un élastomère. L'élastomère, c'est un thermodurcissable. Et nous, on établit des liaisons covalentes, par du soufre par exemple, pour vulcaniser notre nitrile. Alors, je ne sais pas si je l'ai évoqué, mais là, on travaille avec nitrile laboratoire. C'est de l'acrylnitrile butadienne. Déjà, qui ne s'utilise pas sous cette forme-là. C'est pour cette raison-là, je ne parle pas des applications industrielles directes. Ça, c'est nitrile pur. Je ne l'ai pas ajouté parce que la vulcanisation est censée compliquer les choses, parce que ça, c'est un paramètre à côté. Moi, j'ai travaillé seulement acrylnitrile butadienne. Ça peut s'étudier parce que si on vise, par exemple, travailler sur le nitrile en tant que matériau industriel, on doit tenir compte de la vulcanisation. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, on est ici dans une école pour le génie. Dans ces cas-là, est-ce que tu n'as pas pensé dans ce cas-là qu'il faut peut-être voir l'aspect vulcanisation, parce que peut-être l'ajoutement de quelque chose de plus, est-ce que ça peut potentiellement affecter la vulcanisation? Certainement, aussi, ou... certainement. Parce que là même, il y a des articles là-dessus. Le problème, c'est que la vulcanisation va affecter tout ce qu'on avait fait. C'est-à-dire au spectre FTIR, il faut en tenir compte. Pour l'orientation également. Moi, par exemple, parmi les choses pour lesquelles j'ai évité d'utiliser la vulcanisation, vous voyez la prise de masse, le test de prise de masse, ça se répétait on a fait plusieurs fois. Alors là, le fait de rajouter de la vulcanisation, du moment où on arrive au plateau en 2 ou 3 jours, il nous faut une quinzaine de jours pour y arriver. C'est-à-dire même le choix de matériaux, ça a été de telle façon d'optimiser en termes
pas d'optimiser, mais faire de telle façon que... Et ça a été choisi de telle façon que j'ai travaillé avec l'eau, d'autres hydrocarbures, d'autres matériaux, mais pour avoir cette combinaison, et que ça se fait au fil de 3 ans, les tests de prise de masse, parce que c'est l'application centrale. Et ça peut affecter énormément. La moindre modification peut faire augmenter la courbe jusqu'à la saturation de plusieurs semaines. Donc, simplement pour répondre maintenant, dans ce cas-là, est-ce que ça vaut même la peine de faire tout le travail que toi tu as fait dans ce cas-là? Oui, parce qu'à partir duquel, de ce travail-là, qu'on peut rajouter le paramètre. C'est un paramètre à rajouter. Ce qu'on arrive à voir ici, c'est ce que donnent les expériences. Puis on peut, comment rajouter un paramètre de contrainte de cisaillement de la fabrication, ainsi de suite, on peut rajouter le paramètre de vulcanisation. C'est-à-dire on va bâtir à partir de ces résultats. Est-ce que tu t'attends que la vulcanisation va simplement être comme un paramètre additionnel, c'est-à-dire si par exemple la propriété de barrière de ces matériaux avant l'utilisation supérieure, ça veut dire que le même matériau va aussi avoir de propriétés de barrière supérieure après la vulcanisation par rapport au cas sans l'argile. Oui, parce que là, en fait, lorsque nos chaînes macromoléculaires, vous savez, pour l'élastomère, c'est trop grand. C'est des masses moléculaires très élevées. La réticulation, ça se fait sur des emplacements bien spécifiques. Ça, c'est à l'échelle microscopique. Alors là, ça se fait dans tous les mécanismes qu'on avait vus ici en termes d'exfoliation, ça reste encore valide. L'exfoliation, j'ai parlé du processus d'intercalation, c'est la pénétration des chaînes macromoléculaires à l'intérieur. Bien, alors là, si par exemple, c'est un matériau thermodurcissable, là, on sait que par rapport à un thermoplastique, lorsque je monte à la température élevée pour la mise en forme, si c'est un thermoplastique, ça devient un état liquide. Il y a une température de fusion, là où les lamelles sont totalement séparées, et ça va entrer entre les chaînes macromoléculaires, entre les lamelles. Ce mécanisme, on ne l'a pas en élastomère, les chaînes, parce qu'on n'a pas de température de fusion. C'est pour laquelle, avant ou après réticulation, ça ne va pas changer grand-chose. Et donc, maintenant... Bien qu'il y a des articles qui reportent qu'il y a un effet de réticulation en incompatibilité chimique entre les deux. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais je sais que la présence, par exemple, des peroxydes de soufre peut exacerber, peut améliorer le processus d'intercalation. D'accord, je crois que c'est assez pour cette réponse. Merci à la présentation. Donc, le professeur Binge. Merci Mohamed pour cette présentation. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, alors je vais être redondant avec tout ce qui a été dit, mais je pense qu'on peut prendre quelqu'un dans la rue, le faire assister à la présentation, et globalement, il va comprendre ce que ça fait, sans rien connaître de la diffraction, sans rien connaître du FTDR, etc. Donc, c'est vraiment très appréciable. Tu as fait des parties aussi de rappel de ce que tu venais dire, parce qu'il y a énormément d'informations. Donc, tu as pris des moments, quelques minutes, pour rappeler ce que tu venais dire, pour enchaîner les autres phases. Donc, c'est vraiment très apprécié. Au-delà de la présentation, et bien sûr de ton document, de ta thèse, moi, ce qui vraiment je trouve assez remarquable, c'est toutes les techniques que tu as utilisées. Toutes les techniques que tu as utilisées, et quand on est dans le domaine des nanos, on sait très bien qu'on n'emploie pas une seule technique, il faut absolument les recroiser. Il faut qu'une technique vienne confirmer l'autre. C'est ce que tu as fait brillamment, hein, tu as mesuré ça au thème, tu as mesuré ça en diffraction X, ce qui vraiment apporte une énorme solidité aux résultats que tu présentes. Pour trois petites questions peut-être un peu plus rapides. La première, c'est tu as utilisé des nanoparticules d'argile, des nano-argiles. Il faut savoir que ça va rentrer dans une matrice, c'est relativement stable, mais une matrice, ça s'use. Ça va s'user. Possiblement, même si elles sont greffées, il y a une possibilité qu'avec le passage du solvant, il y en a quelques-unes qui se détachent et puis qui suivent en fait le mouvement et se retrouvent sur la face en contact avec ce que l'on veut protéger. Et on sait qu'au niveau des nanoparticules, c'est en débat en ce moment, il y a des problèmes de toxicité. Qu'est-ce qu'il en est de la toxicité des nanoargiles? Alors, là, la toxicité des nanoargiles. De façon générale, les matériaux qu'on a, avec lesquels
sont structurées, les nanoparticules d'argile, ça c'est des minéraux cristaux. C'est-à-dire qu'en termes chimiques, ils sont inertes, ils ne sont pas réactifs, pas comme d'autres éléments chimiques. La toxicité vient du fait qu'on est à la taille nanométrique. C'est-à-dire si sa question, si est-ce que les nanoparticules d'argile ont un problème de toxicité ou de nanotoxicité, c'est que le problème, c'est qu'au niveau de la taille, on sait que les nanoparticules, à l'échelle, les particules de façon générale, à l'échelle de nanométrie, peut rentrer dans les porosités de la peau, peut s'incruster directement, même affecter comment on appelle ça, l'ADN généralement ou les compositions de notre corps. C'est pour cette raison, je vois que ça c'est toxique. Même par exemple les nanoparticules d'or ou d'argent. Le matériau en tant que tel, c'est inerte, c'est pas réactif, mais ça a été montré qu'il y a des résultats qui montrent qu'il y a une certaine toxicité et effet toxique de ces matériaux. Je trouve que c'est juste à cause de leur chaîne nanométrique. Ça c'est peut-être juste au niveau de ton document, hein. Peut-être en 3 lignes et 2 références, valider la toxicité ou non de ces matériaux, parce que introduire dans un matériau qui est censé protéger un aliment, introduire quelque chose qui peut être toxique pourrait être gênant. Enfin, je me conviens très bien. Juste pour revenir sur ce que disait Louis, c'est en fait, effectivement, il y a un effet du greffage, il y a un effet, bien sûr, de l'exfoliation, etc., dans la diminution, par exemple, au niveau du plateau, coefficient de diffusion, etc. Mais par contre, disait Ricardo, il va falloir faire un compromis entre les propriétés mécaniques, parce que finalement, on met 100 grammes de nano et puis on va tout bloquer, mais c'est la propriété mécanique, on ne sait pas que ça peut. Est-ce que tu as une idée sur à quel moment on peut être satisfait? Alors c'est peut-être une question peut-être plus pour un industriel, à quel moment on peut être satisfait de dire on ne pourra pas aller à 0 passage, on le sait, mais à quel moment on se dit, donc là, alors je mets entre guillemets le terme optimisé, mais jusqu'à quand on va pouvoir aller diminuer la pénétration, enfin le passage des substances pénétrantes sans endommager, sans affecter les propriétés mécaniques. Et moi je trouve que ça, c'est vraiment, ça dépend de l'application industrielle. Alors il y a certaines, ce que j'ai évoqué par exemple l'emballage. Emballage, on utilise beaucoup moins les propriétés mécaniques que les propriétés barrières. Alors là, on a intérêt à vraiment, même si c'est rigide, on a intérêt à regarder directement seulement les propriétés barrières. Par contre, si j'évoque les nitriles, par exemple, les nitriles, là où il y a beaucoup d'applications, c'est les joints d'étanchéité. Et là, on a des liquides à travers lesquels il faut que ça soit imperméable aux propriétés barrières, mais à la fois, ils sont soumis à des contraintes de compression. Alors, je trouve que la question va balancer entre les deux, la pondération entre les deux, ça dépend vraiment de l'application. Finalement, c'est bien une réponse industrielle. Il faut avoir une réponse au niveau industriel. À évoquer que, franchement, moi, lorsque j'ai travaillé, si par exemple on parle de ce que j'avais fait, des alcools avec du nitrile, dans ces conditions à différentes températures, à 70 degrés, c'est pas facile de retrouver une application directe pour ça. C'était pas le but. Par exemple, différentes températures, c'est pour voir l'effet de la température. Méthanol, éthanol, isopropanol, ça c'est des molécules sombres. C'est-à-dire je l'ai pris parce que je sais que c'est la même nature chimique, j'ai une augmentation régulière de la taille, c'est pour cette raison que j'avais choisi ces paramètres. Je n'ai pas regardé l'application à partir de laquelle je suis parti. C'est pour cette raison que j'ai essayé, dans le contexte, de faire un peu les cadres qui sont très éparpillés. Juste, l'étude en température, elle est très intéressante, on voit qu'il y a des effets qui sont remarquables, qui sont significatifs, et tu parles à la fin de l'article 3, j'espère que je ne dis pas d'erreur, tu parles que possiblement, il faudrait aller vers une étude thermodynamique. Une étude thermodynamique statistique ou macroscopique, enfin, une étude thermodynamique. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est l'information que va t'apporter en plus l'étude thermodynamique? Bien. En fait, l'étude thermodynamique, moi, lorsque j'ai fait mon étude à cette échelle-là, j'ai fait avec 4 températures. Alors, ces 4 températures vont donner une tendance. Ce que je souhaite dire par étude thermodynamique, c'est avoir une tendance globale. De toute façon, peu importe les températures que j'avais choisies, c'est une tendance en fonction de la température d'une façon générale.
Donc c'est pas, si tu fais une étude thermodynamique statistique, c'est pas pour aller voir le mouvement des chaînes, c'est pas forcément, c'est rester beaucoup plus au niveau macroscopique que... Ça peut donner une indication parce que si je prends par exemple la loi de l'énergie libre de Gibbs, ça me donne une indication sur l'entropie, l'enthalpie, qui est reliée directement avec la température à le mouvement des chaînes et au mouvement des molécules pénétrantes. Ça donne une indication, mais pour moi, comme j'ai dit, là, ça donne une idée. Tout à l'heure, j'avais évoqué la loi d'Arrhenius, c'est elle qui régit, c'est-à-dire toute la thermodynamique de ce processus de pénétration. Merci pour les questions. Professeur Haye. Oui, merci. D'abord, sans répéter tout ce qui a été dit au préalable, encore une fois, excellente présentation. Encore une fois, parce que Mohamed a fait une pratique, évidemment, mardi, puis c'était la même qualité que la présentation d'aujourd'hui. On avait peut-être 2-3 coquilles maximum comme commentaire, puis déjà, c'était la première fois, c'était excellent. Donc, bravo pour ça. Il y a vraiment des qualités de communication, il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être aussi mentionner que entre le début de ta maîtrise, tu as fait un passage direct, et la fin de ton doctorat, tu n'es plus la même personne. Tu as pris énormément de maturité, développé des qualités de chercheur. Puis, encore une fois, au niveau de la communication, c'est excellent. Donc, bravo pour ça. Peut-être revenir un peu rapidement sur le commentaire de Louis au niveau de l'optimisation. Tu as parfaitement raison. Optimisation, si tu avais réussi à avoir des éléments individuels dans tout le matériau, parfaitement séparé, distribué, orientation parfaite. Là, c'est une optimisation. Donc là, évidemment, tu n'as pas atteint cet objectif-là, donc c'est une amélioration. Ça, on peut changer, je pense, changer peut-être le premier mot du titre de la thèse, c'est pas problématique. J'ai 2 questions générales pour commencer. Je le retrouve. Dans l'introduction, tu parles des matériaux polymériques qui sont imperméables, de problématiques, l'intérêt d'améliorer les propriétés barrières. Je présente 3 exemples, et parmi 4 exemples, pardon, le ballon, la pilule, les gants et l'autre c'est l'emballage. Sur 3 des 4 exemples, on parle de perméabilité au gaz. Quand tu as mis l'accent plus au niveau transport moléculaire avec les solvants organiques. Comment ton travail pourrait se transposer au gaz? Est-ce que... Oui. Alors, comment au niveau expérimental? Si on revient, peut-être moi j'ai mal expliqué, mais par exemple, le gaz, c'est pour le ballon. Oui. Le deuxième, c'est les agresseurs chimiques. Je parle de solvants, ça c'est des liquides. Oui. L'autre, c'est, je parlais d'oxygène et d'humidité. L'humidité, c'est des molécules d'eau et parfois ça peut être pas forcément gaz. Et pour les molécules... L'oxygène, c'est gaz. Oui, mais je parle des molécules d'eau. L'humidité sous forme des gouttes qu'on trouve, par exemple, les gouttes d'eau qui peuvent rentrer vers le métal. Moi, j'ai évoqué les deux, oxygène et humidité. Okay. Et pour les comprimés, en fait, les comprimés c'est des liquides à l'intérieur généralement. Mais vous avez raison, même si je parle de gaz, généralement, lorsqu'on parle de diffusion, la seule chose qui diffère entre les deux, c'est la technique de détection. Mais les principes sont régis par les mêmes principes. Moi, lorsque je parle du méthanol, par exemple, c'est H3OH. Alors là, c'est une seule molécule. Je raisonne en termes de molécules. Lorsque j'augmente la taille des molécules, c'est pareil pour l'oxygène, le carbone, c'est juste la taille qui diffère entre les deux. Il y a un seul paramètre qui peut avoir plus ou moins d'effet, c'est le gonflement. Alors là, si je prends un liquide par exemple, il est beaucoup plus dense par rapport à un gaz, et j'ai la relaxation des chaînes, ça fait plus question de diffusion. Mais ça reste tout régi par les lois physiques. À moins qu'on ait un matériau poreux. Ça, c'est l'autre loi pour la filtration, nanofiltration, osmose inverse, ainsi de suite. Mais nous, en parlant de matériaux denses, j'ai commencé à évoquer substances pénétrantes, mais ça reste liquide et gaz. Je remonte il y a peut-être 2 ans, lors de l'examen doctoral en Titella. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le document, il y avait un aspect sur l'utilisation de la microscopie à force atomique, l'AFM. Pourquoi cet aspect, ce volet-là de caractérisation a été abandonné avec le temps? Vas-tu donner un peu les raisons ou les difficultés finalement associées à l'AFM? Oui, oui. De toute façon, l'AFM, comme vous le savez, c'est une technique, microscope à force atomique, c'est puissant. Ça permet de détecter, surtout par rapport au microscope électronique à transmission, c'est le même niveau, et c'est beaucoup plus accessible en LEDS. Moi, j'ai trouvé des problèmes à plusieurs niveaux avec l'AFM. J'ai testé beaucoup mes nanocomposites.
Tout d'abord, c'est que l'échantillon, mon échantillon, lorsque je mets au test, c'est un élastomère, il est transparent. Alors par exemple, ça c'est pour les plutôt techniques, lorsque j'engage une pointe de quelques micromètres sur un échantillon de 0,5 mm d'épaisseur, ce n'était pas techniquement facile. Deuxièmement, c'était un élastomère. Et vous savez que pour le microscope électronique à transmission, en mode tapping que j'avais utilisé, ça passe avec un palpeur, puis ça fait le tapping. Et ça arrache pour mon matériau. Alors j'ai essayé avec microtome pour avoir une surface lisse, ultra microtome, ça accroche chaque fois. Ça veut dire, ce que je trouve comme résultat, je ne peux pas distinguer entre nanoparticules et arrachement, accrochage. Quoi d'autre comme problème? Avais-tu trouvé dans la littérature déjà qui a réussi à faire ça? La FEM avec le nitrile, franchement, à moins qu'il y en a, mais moi je n'ai pas percuté. C'est avec le thermoplastique, ça se trouve. J'ai essayé même une autre chose, j'ai essayé de faire ça avec l'azote liquide. Faire l'azote liquide pour refroidir, que ça devient cassant. Mais le problème, je travaille avec un environnement qui n'est pas contrôlé. Alors dès que je vais sortir, il y a toutes les molécules qui viennent tout autour et tout. C'était pas facile. J'ai réussi avant à l'observer lorsque j'ai regardé juste la surface. Mais ce n'était pas les mêmes nitrites, je travaillais avec les gants de protection et leur matériau qui est moins arrachant. Mais l'élastomère, surtout sans vulcanisation, tu touches à la main comme ça, puis c'est comme la gomme, c'est pas facile à travailler avec. Peut-être dernière question, toujours comme relativement général. Dans ta tête, tu as une multitude de variables ou de paramètres associés à la fabrication. Multitude de variables associées à la pénétration, type de solvant. Tu as 3 solvants, mais il y aurait plus que ça. La température, sans compter l'aspect de la fonctionnalisation. Donc, tu as une multitude de variables. Est-ce qu'il serait possible d'établir une étude systématique de tous ces paramètres via un plan d'expérience? Donc, fixer quelque chose, une série d'expériences, ensuite fixer d'autres paramètres, etc., de façon systématique. Et pourquoi, en guillemets, ça n'a pas été fait ici? Très bien. En fait, j'ai pensé à ça, mais trop tard. Parce que moi, lorsque j'ai commencé les paramètres, là, on voit les 3 articles. Mais au départ, c'était une idée à la fois. Alors, j'y avais pensé autour ensemble. Lorsque j'ai terminé le premier article, c'est là où j'ai pensé aux fonctionnalisations. Parce qu'au départ, dans ma tête, c'est que j'étais persuadé que je vais réussir avec les techniques. Je vais travailler plus sur les paramètres de la mécanique. Puis, c'est rajouter la chimie. Alors là, j'ai rajouté plusieurs paramètres. Mais par exemple, si la question, est-ce que j'aurais pu faire un plan d'expérience pour les paramètres mécaniques eux-mêmes? Oui. J'aurais pu réduire énormément, mais ça a été fait partiellement. Il y a des paramètres que j'ai, par exemple, là, lorsque je parle des paramètres, je suis revenu sur la littérature pour savoir c'est quoi la température de décomposition. C'est quoi le nombre de la vitesse de rotation au-bas de laquelle je ne peux pas travailler un matériau et ça reste à l'état pas latex. C'est-à-dire, j'ai pris ça comme intervalle, j'ai subdivisé. Un plan d'expérience peut réduire énormément les paramètres utilisés. Mais c'est une chose que je n'ai pas faite et ça se peut que le temps à mettre pour faire un plan d'expérience aussi long que tester les paramètres eux-mêmes. Merci. OK. Bon, dans commentaire général, il y a quelques endroits, donc je trouve que en général, tu es très rigoureux. Il y a quelques endroits qui s'accrochent. Par exemple, dans l'introduction, on dit, il y a quelque part, là, j'ai le texte, là, les propriétés sont grandement améliorées. Dans un texte scientifique, grandement amélioré, ça veut dire quoi grandement? Combien de pourcents? Combien? Puis ça, c'est une chose que tu devrais toujours être. C'est ça. C'est subjectif. C'est ça. Dans un de tes articles, je pense que c'est un qui n'a pas été. C'est page 92, ça doit être le deuxième. Et là, tu dis par exemple astounding improvement. Astounding improvement. Ça, pour moi, c'est combien astounding? C'est combien? C'est quoi astounding? C'est toi qui décides, c'est qui décide ça? Tu me donnes des chiffres. Combien de pourcents, combien d'ordre de grandeur, ça? Alors, j'ai pas besoin de répondre. C'est juste. Oui, je comprends. En fait, c'est les mêmes remarques que mes directeurs d'ailleurs. Mais c'est pas des. C'est qu'à un moment donné, parce que l'étudiant, il t'entend pas. Tu te le fasses dire par un évaluateur externe. Moi, peut-être, à force que je suis sur le travail, puis ça veut dire
Je travaille que sur ça et cherche la moindre évolution. Vous voyez par exemple lorsque j'ai présenté, si vous me le permettez, j'ai présenté l'XRD. Alors les variations sont à l'ordre de quelques angstroms, vous voyez. Alors ici par exemple, lorsque je pars d'ici à là, j'ai des décalages qui sont minimes. Entre les techniques, pratiquement, j'essaie d'arracher des différences. Puis je trouve ça, alors ça je considère comme stable. Vous voyez, ça également. T'es victime de ton enthousiasme. Non, ça veut dire le jour où j'avais trouvé ça, j'ai fait le test genre 10 fois. Je n'étais pas sûr que. Je ne croyais pas que vraiment je suis à bout. Ça s'écrit de plusieurs façons, ça ne veut pas dire, comme je dis, l'exfoliation, mais c'est ce que j'ai voulu dire. C'est vrai que ça ne s'utilise pas, mais ça reste une augmentation, une amélioration. Par rapport à 1, j'ai 14. Quand j'ai quelqu'un qui me dit astounding, c'est qu'il aurait fait une revue de la littérature extrême, qui arrive à aller voir des publications en japonais, puis le gars, il a fait une carrière de 50 ans là-dedans. C'est la première fois qu'il voit ça, puis là, il dit astounding. Là, ok, je vais respecter, là. C'est pas mais comme. Il y a tout le temps quelqu'un, il y a toujours un meilleur tireur dans l'Ouest, dans le grand Wild West. Il faut faire attention à ces affirmations-là intenses en sciences, là. C'est super important. Parce que si. L'autre chose, c'est que j'adore la passion. J'adore le fait que tu dis ah, wow, c'est beau, enfin, j'arrive, tu mets du cœur dans ta recherche. Puis je dis tout le temps à mes étudiants, détache-toi, prends de la distance par rapport à tes résultats. Tu sais. Mais en même temps, c'est fun quand ça arrive. Je sais pas. Tu vas évoluer là-dedans, mais dans un article scientifique, jamais. Là, on va aller plus dans le détail, la figure à la page de la thèse, mais dans celui-là, dans la thèse. 20, la page 20. Dans la présentation, excuse-moi. Donc, l'article est publié, c'est les premiers résultats. Il faut clarifier des choses par rapport à cette figure-là. Il y a des déviations standards sur ces réseaux. Oui, c'est 2,5. C'est 2,5%. 2,5% pour la totalité. Pour toutes les mesures, ça veut dire moi, parce que ici c'est encombrant, surtout lorsque j'ai fait l'effet de la température. Alors après, ce que je faisais, avant c'était point par point, je mets le quarts type. Puis après, j'ai enlevé tout ça et j'ai pris la valeur majeure. Ça veut dire l'écart type le plus important, c'est 2,5. Ça ne dépasse pas le 2,5. Donc, tu l'as assumé, tu regardes, on parle de 2,5 pour tous mes résultats. Puis, où est-ce que c'est dans le texte? Je ne me rappelle plus de l'avoir vu. Et dans le texte du... Ouais. Je suis persuadé parce que... Ça, c'était... C'est une question vraiment précise. J'ai mis dans mes notes. Il faudrait vérifier ça, mais moi, ça ne marche pas. Quand je vois comme ça, pas d'erreur. Là, on dit 2,5. Fait que là, la courbe jaune est à 25. La courbe bleue est à 27. Fait que finalement, tu n'as pas d'effet. Si ici, par exemple, comme j'ai dit, 2,5, c'est des valeurs en particulier de 2,5, mais le reste, c'est moins que ça. Combien de répétitions tu as fait sur ça? 3 répétitions seulement, pas 5. Ouais. Là, moi, je permets moi de mettre des gros doutes sur la différence entre le mixeur et la solution. Ça, je n'ai pas évoqué de différence. Mais moi, lorsque je dis c'est amélioré, lorsque je passe d'ici à là, à l'extrudeuse en bas. Ouais. Mais en haut, je n'ai pas évoqué le fait que moi, je considère ça comme les erreurs expérimentales, c'est à l'intérieur de l'intervalle. En stabilisé, on est à 25 pour 27, 28, plus ou moins 2,5. Par rapport aux 5% que j'ai dit que ça améliore, j'ai la moitié qui est juste. Le minimum. C'est à combien l'extrudeur? Pardon? C'est à combien est stabilisé l'extrudeur? Il faut que je revienne, mais parce que je vois ici 21, 22. 21, 22. Par rapport à 24, 25. 25, 26. Moi, je permets de mettre des doutes là, sur ça, là, sur cette conclusion. Je trouve pas que c'est une conclusion forte de ton travail. L'extrudeuse par rapport aux autres? Ouais. J'ai de la misère à. Je vois pas l'impart type, puis dans le texte, je voyais pas même pas un test statistique. On a eu une très bonne discussion, tu as servi tout le monde avec ta présentation.
fonctionne très bien pour la thèse en raison des erreurs méthodologiques, des manques d'échantillons, ces choses-là, mais c'est un mineur, mais c'est quand même à considérer. Pour la soutenance, c'est évidemment excellent. Et puis, on est tous d'accord, tu as une capacité à présenter des choses, à être présent à l'avant, c'est quelque chose qui va t'aider énormément dans ton métier de chercheur. On peut juste te féliciter.